Le 14 avril 2017, les médias établis ont annoncé que l'armée américaine avait largué sa plus puissante bombe non atomique au cours d'une intervention militaire en Afghanistan. La bombe de type GBU-43B est appelée Massive Ordnance Air Blast, MOAB en français, bombe à effet de souffle massif, ou mère de toutes les bombes. Elle contient 8 tonnes d'explosifs, provoque un cratère de 150 mètres et coûte 16 millions de dollars pièce. Le ministère de la Défense afghan a rapporté que lors de l'attaque, un centre de commandement de l'armée terroriste État islamique EI aurait été complètement détruit. La bombe aurait anéanti 300 mètres de tunnel et tué 94 présumés combattants de l'EI. Aucun civil n'a été blessé. Les anciens des tribus ont relaté que des troupes afghanes avaient évacué les habitants avant que la bombe ne soit larguée. L'EI a démenti que des partisans de la milice terroriste auraient été tués ou blessés lors de l'attaque. La signification militaire de la bombe est controversée. Du fait de sa taille et de son énorme onde de choc, elle sert plutôt comme moyen de guerre psychologique. Le commandant des troupes US en Afghanistan, le général John Nicholson, a justifié l'utilisation de la bombe en disant que c'était la munition adéquate pour balayer des postes de défense qui abritaient des explosifs de l'EI. Le président américain Donald Trump a parlé d'une mission à très grand succès. À la question de savoir si l'utilisation de la bombe servirait aussi de mise en garde adressée à la Corée du Nord, Trump a répondu que cela n'avait aucune importance. Citation. Je ne sais pas si cela contient un message pour la Corée du Nord. Et peu importe si c'est le cas ou non. La Corée du Nord est un problème. Le problème sera résolu. Pourquoi l'armée américaine utilise-t-elle son plus grand obus conventionnel précisément maintenant contre l'EI, qui n'est apparu en Afghanistan qu'en 2015 et n'a apparemment jamais eu plus de 3000 combattants là-bas? Notre documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes » donne les clés pour comprendre les stratégies de guerre impérialistes. Il explique comment celui qu'on appelle l'attaquant réussit à affaiblir des régions et des pays entiers comme objet cible et à les faire chuter dans le chaos total. Ensuite, il se présente comme sauveur et vainc tous ses plus grands adversaires. L'attaquant est toujours comparable à un empire. Dans l'histoire, il y a souvent eu de telles attaques menées par des États constituants des empires, car ils étaient toujours plus puissants et influents que tous les autres pendant un temps limité. L'historien suisse et chercheur sur la paix Daniel Ganser utilise le terme d'Empire USA pour désigner les réels rapports de pouvoir depuis 1945. D'après lui, les USA sont la plus grande puissance économique devant la Chine et possèdent la monnaie de réserve mondiale qu'ils peuvent imprimer eux-mêmes. D'un point de vue militaire, la suprématie des USA est grande, plus de 700 bases militaires dans au moins 42 pays étrangers. La Russie, en revanche, n'entretient que 30 bases militaires dans 9 pays étrangers. Sur la carte qui s'affiche, vous pouvez voir les bases russes en rouge et les bases américaines en bleu. Selon Daniel Ganser, les empires ont souvent essayé d'utiliser leur position de force pour avoir encore plus d'influence et de pouvoir. Et ce sont précisément ces stratégies pour gagner encore plus d'influence et de pouvoir qu'expose le documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes ». Les différentes troupes de mercenaires et de terroristes qui sont armées, financées et instrumentalisées par l'attaquant y jouent un rôle clé. Il est connu que le réseau terroriste islamiste a été créé par l'appareil des services secrets des États-Unis lors de la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique en 1979. Depuis lors, des prétendus groupes djihadistes violents qui n'ont rien à voir avec la religion pratiquée de l'islam, comme l'État islamique, EI, Al-Qaïda, etc., sont instrumentalisés de manière ciblée par les USA et d'autres États à des fins politiques. Un document des USA resté secret a été publié le 18 mai 2015 et prouve que les USA, la Turquie et les États du Golfe ont consciemment soutenu l'État islamique pour mettre la pression sur le gouvernement syrien et endiguer l'influence de l'islam. Vous en trouverez les détails dans les émissions qui s'affichent. Selon notre documentaire, une stratégie essentielle de l'attaquant, dans ce cas l'Empire USA, est que les héros qui ont auparavant été instrumentalisés, mais qui maintenant ne sont plus nommés que des terroristes, doivent être éliminés par une intervention radicale. De cette manière, l'attaquant peut totalement accaparer le pays plongé dans le chaos, ainsi que ses ressources, et se faire fêter comme sauveur.
Il paraît évident que la superbombe récemment larguée contre l'EI est une intervention radicale. Regardez maintenant le documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes » et étudiez ces schémas récurrents. Comment fonctionnent les guerres modernes? Premièrement, déstabiliser. L'attaquant suscite des foyers de troubles dans le pays visé. Il déstabilise le pays qu'il a comme cible, au point qu'il y ait une guerre civile. Deuxièmement, comment le fait-il? Tout d'abord, il prend contact avec les groupements des mécontents et avec ceux qui sont prêts pour la violence, les rebelles, les terroristes rémunérés, dans le pays visé. Pour lui, cela ne joue aucun rôle si ces rebelles prêts à la violence se composent de fans de football, de fanatiques religieux, d'extrême gauche, d'extrême droite ou autres. Ils doivent seulement être violents, de sang-froid et loyaux. L'attaquant présente à chacun de ces groupes un avenir meilleur avec le droit d'intervention et beaucoup d'avantages. Ainsi, chaque personne motivée combat, peu importe par quel biais, pour imposer ses objectifs individuels. Toute unité terroriste ainsi formée accepte temporairement d'autres groupements d'un tout autre genre. Initialement, chaque groupe voit seulement des avantages dans la force de frappe commune. La devise est « synergie par-dessus tout », frapper ensemble, marcher séparément. L'attaquant forme ainsi des groupes terroristes hétéroclites. Si un groupe rebelle extrémiste ne veut pas du tout se mélanger à d'autres qui pensent autrement, cela n'a aucune importance pour l'attaquant. Il le sépare pour des objectifs particuliers, par exemple pour des attentats suicides, etc. Troisièmement, l'armement et le financement. Au travers de mercenaires de son propre pays ou d'un autre pays, il forme les groupes de rebelles rassemblés préalablement en groupes de terroristes. Dans la mesure du possible, il fait cela en dehors du pays visé. Pour ce faire, il installe des centres de formation secrets, le plus près possible de l'endroit visé. Si cela n'est pas possible, il les fait venir d'ailleurs. Il livre aux rebelles des quantités d'armes et de munitions à volonté. Il paye les rebelles pour aller au combat. Quatrièmement, l'attaque. L'attaquant étranger met en pratique son plan de combat de façon ciblée. Suivant la stratégie, il attaque aussi de façon ciblée des personnes civiles. Son but est surtout d'attirer l'attention des peuples et de susciter le cri au secours venant de l'extérieur. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas l'attaquant organisateur qui est au centre des informations de presse, mais le mauvais gouvernement du pays à renverser, ou bien, si besoin est, ce seront les rebelles, c'est-à-dire les unités terroristes. Cinquièmement, les buts du véritable attaquant sont toujours les mêmes. Autant que possible, affaiblir l'objet visé à partir de l'intérieur. Accusation ciblée contre l'objet visé. Autant que possible, provoquer la confusion et l'impuissance des peuples. Autant que possible, créer le besoin pour un secours militaire venant de l'extérieur. Renversement et élimination du gouvernement visé. Mise en place d'un nouveau gouvernement venant d'entre les rangs des rebelles déclarés des bons rebelles. Retrait des troupes, abandon du pays à lui-même afin qu'il tombe dans le chaos total. Nouvelle intervention radicale pour éliminer tous les héros utilisés auparavant et qui sont désormais appelés des terroristes. Prise en charge du pays ainsi que de ses ressources. Paiement de dédommagement au gré des attaquants. Sixièmement, se laisser célébrer comme sauveur. Septièmement, le même exercice en grand. Ce que l'attaquant a fait dans différents pays avec des troupes de rebelles hétéroclites, il le fait à grande échelle. Des pays entiers sont maintenant ses troupes choisies de rebelles. Avec celles-ci, il encercle ses plus grands rivaux qu'il ne pourrait jamais battre tout seul. Tout d'abord, il attise des provocations qu'il met sur le dos de ses plus grands rivaux. Il amène ces pays rebelles choisis à attaquer avec leurs propres armes et leur armée contre son plus grand rival. C'est seulement quand tous les pays ont tiré leurs dernières munitions, qu'ils ont perdu leurs meilleurs éléments et qu'ils sont ruinés que le véritable ennemi de l'homme, le véritable attaquant et belliciste intervient pour maintenant les vaincre tous ensemble. Qui sont les grands perdants? Tous ceux qui se sont laissés envoûter
est utilisée par cet attaquant et belliciste retors.